Un juge raciste a condamné à une amende le mauvais homme noir. Il n'avait aucune idée que cette amende était le dernier acte de sa carrière. Chaque matin, Dorian Blackwell se levait à 6 heures précises. Le soleil matinal n'avait pas encore touché les toits, mais il évoluait dans sa maison avec un rythme régulier. Il préparait le café, préparait des vêtements propres pour Caleb et regardait la météo par la fenêtre tout en laçant ses bottes. Sa petite maison de 2 chambres sentait légèrement l'huile de moteur et le linge frais, avec un dessin encadré d'une voiture, le chef-d'œuvre au crayon de Caleb, accroché fièrement près de la porte. Il n'était pas riche, il n'était pas célèbre, mais ce père célibataire de 32 ans s'était construit une vie solide, fiable, une vie façonnée par la routine, l'amour et une détermination tranquille à être meilleur que le quartier qui l'avait élevé. Ses journées commençaient tôt et finissaient tard, mais elles lui appartenaient. Un travail honnête, une bonne réputation et un petit garçon qui l'appelait « papa », d'une voix pleine de fierté. Cela suffisait. Blackwell Auto and Electrical était situé à l'angle des rues Cedar et Vine, coincé entre un salon de coiffure et une vieille laverie. Le magasin n'avait rien de luxueux, une enseigne défraîchie, un néon bourdonnant indiquant « ouvert » et une cafetière qui semblait ne jamais se vider. Mais il était connu dans tout le quartier. Les gens apportaient leur voiture, certes, mais plus que cela, ils apportaient leurs histoires, leur confiance. Certains jours, Dorian réparait un alternateur cassé. D'autres fois, il donnait des conseils à un adolescent hésitant à l'école, ou prêtait 20 $ à une mère de famille en attente de salaire. Il n'était pas qu'un mécanicien. C'était un incontournable. Mentor bénévole au centre de jeunesse de Jefferson Avenue, batteur d'école du dimanche qui ne ratait jamais une mesure, et l'homme vers qui les enfants du quartier couraient quand leur vélo avait besoin d'être réparé. Il avait réparé plus de pneus qu'il ne pouvait en compter, sans jamais rien demander. Les enfants arrivaient avec des genoux écorchés et des roues tordues, et Dorian sortait un tabouret, sifflait un air et le réparait tout en s'enquérant de leurs notes. Il gardait une cagette de pommes et des briques de jus de fruits près du comptoir, une idée de Caleb. Son enfance avait été différente. Sirène la nuit, cris à travers des murs fins comme du papier, une mère qui cumulait 3 emplois et un père qu'il n'avait jamais rencontré. Il avait grandi en apprenant ce que signifiait être négligé, blâmé, oublié. C'est pourquoi il était déterminé à ce que Caleb grandisse différemment. En sécurité. Entendu. Aimé. Mais la vie a toujours tendance à faire basculer même les équilibres les plus solides. Un mercredi ordinaire, le rythme du monde de Dorian s'est rompu. La matinée avait commencé de la même manière. Café. Les lacets de Caleb se sont défaits. Rire dans la voiture. Dorian venait de le déposer à la bibliothèque où un professeur à la retraite l'aidait à faire ses devoirs après l'école. Il retourna à sa boutique, clé en main, le cerveau déjà en ébullition malgré les ratés d'allumage d'un client. C'est alors que 2 voitures de police bloquèrent l'étroite ruelle derrière la boutique. Il ralentit, confus. Des policiers en sortirent, l'un ajustant sa ceinture, l'autre tenant un presse-papier. Leurs visages étaient indéchiffrables, ni en colère, ni curieux, juste froids. Ils l'informèrent qu'il était verbalisé pour déversement illégal de déchets dangereux, derrière son garage, sur sa propriété. Dorian cligna des yeux, doutant d'avoir bien entendu. Il pensa une erreur administrative. Il ne déversait jamais rien. Il payait un service agréé pour l'enlèvement des déchets. Il avait tous les reçus. Il conservait chaque facture dans une armoire marquée « Sécurité ». Il essaya de s'expliquer. Il leur parla des ramassages, des caméras de sécurité. Il proposa même de leur montrer les images. Mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils lui dirent que la plainte provenait de la division de l'application des lois environnementales de la ville, liée à une information anonyme
et à une inspection surprise. C'est alors qu'ils lui remirent dans la vie une amende de 25 000 $. 25 000, payable sous 10 jours, ou risquer des poursuites judiciaires immédiates. Sa gorge se serra. Ce n'était pas seulement une amende, c'était une condamnation. Son bénéfice annuel tournait autour de ce montant. Loyer, salaire, charges, il ne pouvait pas faire disparaître tout ça avec quelques vidanges supplémentaires. Il resta dans l'allée longtemps après leur départ, la pancarte jaune tremblant légèrement dans sa main. Dorian fixa l'endroit où les déchets étaient censés se trouver. Le coin était propre. Le béton n'était taché que par le temps et quelques feuilles éparses. Il retourna à l'intérieur, sortit son ordinateur portable et regarda les images de la caméra de sécurité installée à l'arrière. Et voilà. À 2h37 précises la veille au soir, un pick-up blanc est entré dans le champ. 2 hommes, tous deux vêtus d'une sorte d'uniforme, en sont sortis. Ils ont soulevé plusieurs barils et les ont roulés dans l'allée contre la clôture arrière. L'un d'eux boitait légèrement, se posant sur sa jambe gauche. Aucun des deux ne regarda autour de lui, comme s'il savait qu'il n'y avait pas de patrouille à cette heure-là. Puis le camion a disparu dans la nuit. Dorian fixait l'écran. L'image s'est figée sur un homme se retournant vers le camion, et bien que granuleuse, Dorian a pu distinguer un patch sur son épaule, un patch de la ville. L'autre avait quelque chose de brillant sur sa hanche, peut-être un badge, peut-être pas. Il a serré les mâchoires. Ce n'était pas un malentendu, c'était un malentendu. Quelqu'un avait fait des efforts. Il connaissait l'angle mort, savait où jeter et quand. Il a filmé, imprimé ses reçus, rassemblé les lettres du service des déchets et a plaidé sa cause. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans la salle d'audience 7B. La pièce sentait le papier et l'air froid, le genre qui colle à la peau et alourdit tout. Il serrait son dossier, s'agitant légèrement sur son siège, regardant les autres être convoqués, renvoyés, verbalisés. Puis ce fut son tour. Le juge Wallace Harland était assis haut derrière le banc. L'homme semblait taillé dans la pierre, un visage carré, des rides profondes et des yeux qui scrutaient la pièce avec impatience. Dorian avait déjà entendu parler de lui. Des rumeurs venant d'autres commerçants, des murmures chez les coiffeurs et les stations-service, des histoires d'hommes noirs verbalisées sans possibilité de parler, des réclamations jetées aux ordures comme de la monnaie. Pourtant, Dorian gardait espoir. Il s'avança, la voix posée, expliquant son cas. Il montra les reçus, le contrat avec le service d'élimination des déchets, les horodatages. Il mentionna même les images. Le juge Harland leva à peine les yeux. Il feuilleta les papiers paresseusement, comme s'il avait déjà pris sa décision avant même que Dorian n'ouvre la bouche. « C'est votre propriété », dit finalement Harland d'une voix basse et neutre. « Cela vous engage à être responsable. L'amende reste en vigueur. » Dorian resta stupéfait. Il fit un pas en avant et expliqua à nouveau. Quelqu'un avait posé ses barils. Les caméras l'ont filmé. L'un des hommes était peut-être des forces de l'ordre. Pourrait-il au moins regarder les images? Mais Harland leva la main et abattit le marteau avec un bruit sourd. « Oh! Assez! » Le son résonna plus fort qu'il n'aurait dû. L'amende fut confirmée. La salle d'audience reprit son cours. Dorian sortit dans le couloir, son dossier toujours à la main, les doigts serrés sur le bord. Le couloir était silencieux. Le monde extérieur continuait de bouger. La circulation s'écoulait. Les oiseaux planaient au-dessus de sa tête. Mais en lui, quelque chose avait basculé. Le poids de l'injustice n'était pas inconnu. Mais cette fois, il frappait plus profondément. Ce n'était pas une erreur. Il avait l'impression que quelqu'un l'avait choisi. Choisi son atelier. Choisi lui. Et même s'il ne le savait pas encore, il ne s'agissait pas seulement d'une contravention ou de l'aveuglement d'un juge,
Il ne s'agissait pas seulement de barils ou d'amendes, c'était le début de quelque chose de bien plus grand que lui. Un combat allait se produire, et Dorian Blackwell, mécanicien, père, batteur, mentor, allait en devenir le centre malgré lui. Dorian était assis dans le box d'angle du restaurant ce soir-là. Son café refroidissant à côté de lui. Le bourdonnement des néons bourdonnait au-dessus de lui, et le murmure des autres clients semblait lointain, comme un bruit de fond dans un rêve. Ses yeux étaient rivés sur le petit écran de son téléphone, son pouce sur le bouton de lecture. Il avait déjà regardé la vidéo 5 fois, mais quelque chose le retenait constamment. Il avait l'impression de fixer le bord d'une falaise, sachant que la chute avait déjà commencé. Il appuya de nouveau sur lecture. À 2h37 précises, le pick-up blanc entra dans le champ de vision, ses phares s'allumant momentanément dans la ruelle sombre derrière Blackwell Auto and Electrical. Le camion avançait lentement, d'un pas posé. 2 hommes, tous deux en uniforme, sautèrent de l'arrière. L'un avançait rapidement, la tête baissée, portant un tonneau jusqu'au bord de la clôture. L'autre boitait légèrement, traînant le second tonneau derrière lui. Ils ne parlèrent pas, n'hésitèrent pas. C'était un travail propre, comme s'ils l'avaient déjà fait. L'angle de la caméra captait juste assez de détails pour donner la nausée à Dorian. Il mit la vidéo sur pause et zooma. L'uniforme du premier homme portait un patch familier, rond, vert, avec le logo de la ville au milieu. Il aurait pu s'agir de n'importe quel employé municipal, mais c'est le second qui fit pencher Dorian en avant. Son badge brillait dans la nuit, attaché à sa hanche et non sur sa poitrine comme la plupart des agents d'assainissement. Sa posture n'était pas celle d'un éboueur. Ses bottes, son arme de poing, sa façon de scruter la ruelle, tout cela criait aux forces de l'ordre. Dorian rembobina la bande, l'examina à nouveau, la démarche de l'homme boitant, la plaque d'immatriculation du camion, partiellement visible sous la boue. Il savait au fond de lui-même ce que c'était. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait utilisé son entreprise comme dépotoir, et c'était lui qui en payait le prix. Il se rassit, le cœur battant. Il ne s'agissait pas seulement de déchets. Il ne s'agissait plus seulement d'une amende de 25 000 $. Quelque chose de plus grave se cachait en dessous, juste assez profond pour passer inaperçu, à moins de vouloir creuser. Et maintenant, il creusait. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Au lieu de cela, il a fouillé dans les archives municipales, les listes d'entreprises, les documents judiciaires, tout ce qui avait un lien avec la contravention pour déversement. Vers 3 heures du matin, ses doigts se sont arrêtés sur un dossier judiciaire, petit, en grande partie expurgé, mais suffisamment détaillé pour le faire réfléchir. Une affaire récente a été classée sans suite par le juge Harland. Elle concernait des infractions de déversement illégal contre une entreprise privée de gestion des déchets. L'entreprise appartenait à un certain Martin Whitaker, le beau-frère de Harland, il y a 2 semaines. Dorian a approfondi ses recherches. Le plaignant dans cette affaire était un employé municipal nommé Elias Green, un technicien en conformité de sécurité d'à peine 20 ans. Selon le rapport, Elias avait documenté des registres d'inspection falsifiés, des itinéraires de déchets non autorisés et des camions transportant des produits chimiques dangereux dans des quartiers non réglementés. Les accusations étaient lourdes, mais Harland a classé l'affaire avec une brève décision. Preuve insuffisante. Puis Elias a disparu. Plus de comparutions devant le tribunal. Plus de suivi. Il ne s'était pas présenté au travail depuis. Maintenant, des barils de cette même entreprise avaient été déversés derrière le garage de Dorian. Le calcul n'était pas compliqué. Le nom de Dorian servait à détourner l'attention de quelque chose de bien plus sombre. Il était un bouc émissaire. Au lever du soleil, Dorian savait qu'il ne pourrait pas lutter seul. Il appela quelqu'un à qui il n'avait pas parlé depuis longtemps. Aubrey Lane. C'était une enfant du quartier comme lui. Aujourd'hui, elle était l'une des avocates des droits civiques les plus respectées de la ville.
vive, intrépide, connue pour sortir des cadavres de placards que personne n'osait ouvrir. Il la retrouva plus tard, dans la journée, à son bureau, un étroit bâtiment en briques rempli de dossiers empilés et d'une fureur sourde. Elle ne sourcilla pas lorsqu'il lui montra les images. Nul besoin de la convaincre. Elle regarda le camion décharger les barils, rejoint la vidéo au moment où le badge capta la lumière et se renversa aussitôt en arrière, secouant lentement la tête. Il avait trébuché sur une dissimulation. C'était clair. Harlan n'avait pas seulement ignoré la vérité, il l'avait occultée. Et ce n'était pas la première fois. Elle s'est immédiatement mise au travail, rédigeant une requête pour rouvrir le dossier et constituant une plainte contre le juge Harland. Elle a relié l'amende, le déversement et la disparition inexpliquée d'Elias dans un seul récit. C'était risqué. Il n'avait aucune preuve directe de l'implication de Harland, hormis les liens familiaux et les coïncidences. Mais les coïncidences ont leurs limites. À la fin de la semaine, la requête était déposée. Puis la presse est arrivée. Cela a commencé avec un blogueur local, puis un autre. Un journaliste qui avait couvert des cas de négligence environnementale a vu les images, puis des militants les ont reprises. L'histoire était trop crue pour être ignorée. Un mécanicien noir travailleur a été condamné à une amende pour déversement illégal, pour finalement découvrir que le déversement était orchestré et peut être protégé par un juge ayant des liens personnels avec les pollueurs. L'histoire a pris de l'ampleur, et les gros titres ont suivi. Un juge raciste a condamné le mauvais noir à une amende. Il n'avait aucune idée que cette amende était le dernier acte de sa carrière. Enfin, un matin, Dorian a vu le titre sur son téléphone et a failli le lâcher. Son nom était partout. Des journalistes campaient devant son magasin. Des voisins lui apportaient du café et lui adressaient de discrets hochements de tête en signe de soutien. Des inconnus la... Le jour de l'audience, la salle d'audience vibrait de tension. Il ne s'agissait pas d'une simple procédure judiciaire. On aurait dit la mise à l'épreuve de quelque chose de plus profond. Le couloir était bondé. Des militants brandissaient des pancartes. Des journalistes chuchotaient dans des enregistreurs. La sécurité était renforcée. Mais, la plus grande surprise, le juge Wallace Harland ne s'est pas présenté. Aucune explication. Aucun avertissement. Des murmures régnaient. Certains disaient qu'il se récusait. D'autres parlaient d'enquêteurs fédéraux qui frappaient à sa porte. Mais la vérité n'avait pas besoin d'être exprimée. Son absence était suffisamment forte. Puis une nouvelle présence apparut, confiante, calme et autoritaire. La juge Maya Callahan. Elle entra dans la salle d'audience, robe impeccable, l'expression indéchiffrable. Nommée il y a seulement 6 mois à la magistrature fédérale, elle était réputée pour sa précision et son équité. Et contrairement à Harland, elle n'avait aucun lien avec les familles locales, aucune ancienne loyauté ni dette politique. Elle s'adressa au tribunal d'une voix qui tranchait nettement avec le brouhaha. Elle avait examiné l'affaire. Elle avait vu les images, les plaintes, les preuves. Il y avait des incohérences, dit-elle, des détails qui exigeaient un réexamen. Il ne s'agirait pas d'un non-lieu sans préavis. Il y aurait des audiences, des témoins, des dossiers ouverts. Un murmure résonna dans la salle d'audience. Dorian resta assis en silence, le regard fixé devant lui, le cœur serein. Il n'avait pas gagné, pas encore, mais quelque chose avait bougé. Le sol sous ce chaos n'était pas aussi solide qu'il le paraissait. Des fissures se formaient. À l'extérieur du palais de justice, la ville continuait de bouger. Mais à l'intérieur, une histoire autrefois enfouie sous le béton se frayait un chemin vers la lumière. Et Dorian, pour la première fois depuis des semaines, sentit quelque chose revenir. Pas la paix,
pas la sécurité, mais un but. Pourtant, il savait qu'il valait mieux ne pas se réjouir trop tôt. Le pouvoir ne tombe jamais sans combat. Et les hommes, derrière tout ça, Harland, celui avec l'insigne, tous ceux qui se cachaient derrière les scellés de la ville et les murs du tribunal, n'en avaient pas fini. Loin de là. Plus Aubrey Lane creusait, plus les fondations devenaient sombres. Ce qui avait commencé comme une étrange amende et une vidéo suspecte se transforma rapidement en un réseau de pouvoir, de protection et de corruption plus vaste que Dorian ne l'aurait jamais imaginé. Pour chaque nom recherché, un nouveau lien émergeait. Des entrepreneurs payés au noir, des rapports de sécurité falsifiés, des signatures discordantes et des registres d'inspection qui ne menaient nulle part. Les traces écrites pointaient sans cesse vers un homme, l'inspecteur-chef Raymond Colton. En apparence, c'était un personnage intouchable, grand, élégant, et on le voyait souvent serrer des mains lors de cérémonies d'inauguration ou prendre la parole lors d'événements de sécurité publique. Son image était impeccable, son dossier vierge. Mais Aubrey savait qu'il ne fallait pas se fier à des dossiers vierges. Elle recoupa le nom de Colton avec des contrats publics, des notes internes et des permis d'enlèvement de déchets. Peu à peu, une tendance se dessina. La même entreprise de gestion des déchets liée aux barils illégaux déversés derrière le magasin de Dorian avait reçu de multiples approbations au cours des 3 dernières années, malgré un bilan de sécurité douteux. En réalité, les rapports d'inspection affichaient systématiquement des notes parfaites. Mais lorsqu'Aubrey s'est entretenu avec les employés affectés à ces inspections, beaucoup ont admis n'avoir jamais mis les pieds sur les lieux. L'un d'eux a même discrètement avoué que Colton effectuait lui-même certaines inspections, bien que ce ne soit pas son travail. C'est alors qu'est apparu le nom qui a tout changé. Elias Green. Enfoui au plus profond d'archives numériques, Aubrey a découvert un rapport rédigé par Elias 2 semaines avant sa disparition. Le document était prudent mais accablant. Elias y désignait le juge Wallace Harland et l'inspecteur Colton comme participants à une opération de corruption. Cette opération impliquait le déversement de produits toxiques dans des quartiers défavorisés, la falsification des contrôles de sécurité et la réduction au silence des employés qui posaient des questions. Elias avait recueilli des témoignages, des courriels internes et des relevés de paiement. Le rapport était adressé au bureau d'éthique de la ville, mais le rapport n'a jamais été aussi loin. Son empreinte numérique indiquait qu'il avait été consulté 2 fois. Une fois par le bureau de Colton et une fois par un utilisateur inconnu sur un serveur gouvernemental sécurisé. Après cela, il a disparu. Elias aussi. Ce n'était plus une théorie. Harland n'avait pas seulement pris une mauvaise décision depuis S. Aubrey a réagi rapidement. Elle a déposé des assignations à comparaître pour obtenir des documents municipaux, notamment des communications avec les employés, des déclarations financières et des dossiers de permis. C'était risqué. Elle était sûre que quelqu'un au sein du système tenterait de retarder le processus, voire de le bloquer. Mais la pression publique s'intensifiait et avec le juge Callahan à la présidence, il n'y avait plus de bouclier pour la corruption. Quelques jours plus tard, le tribunal a repris ses travaux. L'atmosphère dans la salle était plus pesante que d'habitude. Les gens s'agitaient sur leurs sièges, sentant que quelque chose se préparait. Dorian était assis tranquillement au premier rang, cravate nouée, doigts entrelacés, le regard fixé droit devant. Caleb était resté chez lui ce jour-là. Les menaces s'intensifiaient et Dorian ne voulait pas qu'il s'approche du palais de justice. Lorsque Aubrey s'est avancé pour parler, la salle d'audience s'est tue. Sa voix était calme, claire, mais d'une force d'acier. Elle a annoncé qu'elle détenait de nouvelles preuves, des preuves qui pourraient changer radicalement l'affaire. De sa mallette, elle a sorti une petite clé USB scellée dans une pochette en plastique.
Elle expliqua que le contenu avait été envoyé par courriel par Elias Green à un compte de sauvegarde personnel la veille de sa disparition. Le message était bref. « Ça va, mais s'il m'arrive quelque chose, utilisez ceci. » Le juge Callahan l'autorisa. L'écran s'abaissa derrière le banc et la vidéo commença. Une petite salle de conférence apparut. L'image était granuleuse, mais reconnaissable. 4 hommes étaient assis à une table. Le juge Harland, l'inspecteur en chef Raymond Colton, 2 autres, identifiés plus tard comme des cadres de l'entreprise de gestion des déchets. Leur rodatage correspondait à la date du rapport final d'Elias. Leur voix était basse, mais le microphone captait tout. Ils discutèrent de chiffres. Indemnisation pour les permis de construire, inspection réacheminée et quartier qui ferait le moins de bruit. Puis, Colton demanda ce qu'il ferait si quelqu'un tirait la sonnette d'alarme. Harland se pencha en avant dans la vidéo, la voix calme. Ils enterrent le problème. C'est comme ça que ça a toujours été fait. La salle d'audience s'embrassa de murmures. Plusieurs journalistes qui se sont précipités sur leur téléphone. Aubrey a laissé la vidéo tourner 1 minute de plus avant de la mettre en pause. L'image de Harland figée au milieu d'une phrase restait figée sur l'écran comme une cicatrice. À la table de la défense, la mâchoire de Colton se serra. Il bougea 1 fois, 2 fois, puis se releva brusquement. Son visage était devenu rouge. Son sang-froid s'était brisé. Sans un mot, il sortit, ignorant les rappels à l'ordre du juge. La juge Callahan n'a pas attendu. Elle a ordonné un mandat d'arrêt immédiat contre lui. Dehors, les nouvelles allaient bon train. En quelques heures, les marches du palais de justice étaient bondées. Certains brandissaient des pancartes peintes à la main. Justice pour Elias. Justice pour Dorian. D'autres scandaient des slogans exigeant des réponses, des arrestations. L'énergie était plus forte, plus intense, plus proche d'un mouvement que d'une manifestation. Mais alors que la ville prenait conscience de la vérité, Dorian ne pouvait se permettre de se réjouir. Son téléphone vibrait, affichant des numéros inconnus. Certains appelants murmuraient des menaces. D'autres soufflaient dans la file et raccrochaient. Une nuit, ses pneus étaient crevés. 3, pas 4. Un message. Ne sois pas trop à l'aise. Un autre matin, il arriva au garage et trouva la porte forcée, le bureau saccagé. Le dessin de la voiture d'eau de Caleb avait été déchiré en 2 et laissé sur le comptoir. Plusieurs dossiers avaient été volés, principalement des carnets d'entretien et des factures. Rien d'utile. Mais c'était suffisant pour le perturber. Caleb se tut. Il ne parla pas de l'école. Il vérifia les serrures 2 fois le soir. Dorian ne lui dit pas tout, juste assez. Que l'affaire était presque terminée, que la vérité éclatait, qu'ils étaient sains et saufs. Il le répétait comme une promesse, même les jours où il n'était pas sûr. Pourtant, chaque matin, il enfilait son costume, repassait ses manches, cirait ses chaussures. Il entrait dans ce palais de justice la tête haute, sachant que si certains essayaient de le faire taire, d'autres l'observaient, apprenaient. Attendre. Il pensa à Elias Green, un jeune homme qui avait tenté de faire ce qui était juste et avait disparu. Un homme qui était peut-être encore là, caché, blessé ou pire. Et Dorian comprit maintenant que son combat ne concernait pas seulement son nom ou son entreprise. Il concernait tous les noms enfouis sous les dossiers, les amendes, les mensonges. C'était pour les enfants qui grandiraient dans les mêmes quartiers que lui, pour les lanceurs d'alerte qui se croyaient seuls, pour les pères qui réparaient des vélos et rêvaient plus grand pour leurs filles. Chaque jour, la salle d'audience se rapprochait de la vérité. Chaque jour, davantage de regards se tournaient vers le système qui avait autrefois écrasé, sans hésitation, des voix comme la sienne. Et pour la première fois depuis longtemps, Dorian savait que ce n'était pas qu'une bagarre. C'était un règlement de compte.
L'audience finale ne ressemblait à rien de ce que la ville avait connu auparavant. Des cars de reportage bordaient le périmètre du palais de justice. Des manifestants brandissaient des pancartes faites main qui s'étendaient sur des pâtés de maisons, leurs chants résonnant dans l'air matinal. Des agents fédéraux montaient la garde. Une délégation du ministère de la Justice occupait une section réservée à l'intérieur de la salle d'audience. Et au premier rang, encadré par les flashs des appareils photo et les prières murmurées, était assise Madame Lorraine Green, la mère d'Elias, les doigts tremblants sur les bords du badge d'identité délavé de son fils. Elle le serrait comme s'il retenait son esprit, comme s'il pouvait le protéger une fois de plus. À l'intérieur, la tension montait dans la salle, non seulement à cause du poids de l'affaire, mais aussi à cause de la simple présence de tant de personnes lésées et réduites au silence pendant des années. Militants, lanceurs d'alerte, anciens employés municipaux, tous attendaient ce en quoi ils avaient cessé de croire depuis longtemps, la justice. Le juge Callahan, qui présidait désormais l'affaire, entra avec une assurance qui calma la salle. Inutile de frapper du marteau, tout le monde écoutait déjà. Elle balaya la salle du regard, balayant la foule du regard avant de se poser sur les dossiers. Le silence s'éternisa jusqu'à devenir pesant. Elle commença lentement, chaque mot posé. Le tribunal avait examiné les preuves récemment découvertes, archives municipales, rapports d'inspection, courriels privés et, surtout, la vidéo accablante de cette réunion secrète. Il était désormais évident, expliqua-t-elle, que Dorian Blackwell avait été pris pour cible et victime d'un coup monté, non pas à cause d'une faute qu'il aurait commise, mais à cause de ce qu'il refusait d'ignorer. La salle d'audience retint son souffle tandis qu'elle révélait les conclusions en détail. Les procès-verbaux d'inspection, soi-disant signés par Elias Green après sa disparition, avaient été falsifiés. Les signatures ne correspondaient pas. Les chronologies étaient contradictoires. Les images de surveillance des archives municipales confirmaient qu'Elias n'était pas entré dans le bâtiment les jours en question. Le juge Harland, autrefois considéré comme intouchable, avait autorisé des amendes et des infractions en coordination directe avec l'inspecteur Raymond Colton, tous deux ayant accepté des potes de vin d'Horizon Waste Management, cette même entreprise responsable des décharges illégales dans les quartiers noirs et métis de la périphérie de la ville. Et puis, elle tourna les yeux vers Harland, plus en robe, plus protégé, juste un homme en costume, pâle et inexpressif, assis avec son avocat comme un écolier attendant son châtiment. Elle rappela à la salle d'audience que c'était la signature de Harland qui avait infligé l'amende frauduleuse à Dorian. Cet acte avait non seulement mis en danger la vie et les moyens de subsistance d'un homme, mais avait aussi détourné l'attention d'un scandale qui se déroulait rapidement. Elle l'avait qualifié de « sabotage judiciaire ». L'instant s'était arrêté, comme si l'histoire elle-même avait besoin de se rattraper. Elle avait prononcé ces mots avec fermeté. L'amende de Harland resterait dans les mémoires non pas comme un verdict, mais comme le dernier acte de sa carrière judiciaire. Il allait maintenant être jugé devant un tribunal fédéral pour de multiples chefs d'accusation, dont fraude, complot et obstruction à la justice. Un soupir parcourut la foule, suivi de murmures, puis d'applaudissements que le juge Callahan laissa passer un instant avant de rappeler l'ordre. Dehors, on entendait la foule applaudir tandis que les mises à jour parvenaient sur les téléphones et les fils d'actualité. Mais l'histoire n'était pas terminée. Le nom de Dorian fut officiellement blanchi du dossier judiciaire. Ses biens furent restitués. Des dommages et intérêts furent accordés, non seulement financiers, mais symboliques. Le juge Callahan reconnut qu'aucune indemnisation ne pourrait effacer les mois de menaces, d'isolement et d'humiliation qu'il avait endurés. Mais la Cour pouvait encore le soutenir, non seulement pour le corriger, mais aussi pour le reconnaître. Dorian hocha la tête,
presque imperceptiblement, comme si, même maintenant, il retenait encore tout le poids de son soulagement. L'affaire avait révélé bien plus qu'une simple fraude. Les barils toxiques, remontant jusqu'aux décharges secrètes d'Horizon, étaient en cours d'excavation. Le nettoyage avait commencé en urgence. Colton avait démissionné quelques heures après l'audience, l'encre de sa lettre de départ encore fraîche, tandis que son avocat négociait la coopération avec les enquêteurs fédéraux. Harland fut placé en garde à vue sans incident. Les bureaux de l'entreprise de gestion des déchets furent perquisitionnés le lendemain matin. Les dirigeants, qui exerçaient autrefois le pouvoir à huis clos, répondaient désormais à des assignations à comparaître en public. Et puis arriva le moment inattendu. Un rapport provenant d'un autre État parvint au bureau d'Aubry. Un administrateur d'hôpital avait identifié un homme correspondant à la photo d'Elias Green, nerveux, maigre, utilisant un faux nom. Les autorités locales confirmèrent la correspondance. Aubry prit l'avion avec des agents fédéraux et revint avec lui. Elias était vivant. Quand il entra dans la salle d'audience quelques jours plus tard, les gens pleuraient. Sa mère, le voyant pour la première fois depuis plus d'1 an, s'effondra dans ses bras. Les journalistes restèrent silencieux, pour une fois bouleversés par l'ampleur de ce dont ils étaient témoins. Elias prit la parole, la voix tremblante mais inébranlable. Il parla du rapport qu'il avait déposé, de l'avertissement qu'on lui avait fait d'arrêter de creuser, comment des inconnus l'avaient suivi jusque chez lui, comment, un soir, quelqu'un avait glissé une lettre sous sa porte avec une seule phrase « Vous êtes à Senia, vous êtes le prochain ». Cette nuit-là, il fit ses bagages et disparut. Il avait vécu dans des motels, fait la vaisselle dans de petites villes, regardant toujours par-dessus son épaule. Il aurait pu ne jamais revenir, a-t-il admis, s'il n'avait pas vu les informations, s'il n'avait pas entendu le nom de Dorian, s'il n'avait pas vu un homme se tenir debout là où d'autres s'étaient tombés. « J'avais peur qu'ils me fassent ce qu'ils ont fait aux autres, » dit-il au tribunal. « Mais j'ai vu ce que Dorian a fait, et j'ai su que je devais parler. » La salle se leva pour applaudir, non pas parce que le combat était terminé, mais parce qu'il se déroulait enfin dans la lumière. Dans les semaines qui suivirent, des réformes furent mises en place dans les services municipaux. La protection des lanceurs d'alerte fut renforcée, le comité d'inspection fut remanié. Des équipes de santé publique furent dépêchées dans les quartiers touchés. Un fonds fiduciaire fut créé pour soutenir les familles exposées aux décharges illégales. Dorian et Caleb retournèrent au magasin par un matin calme. La porte était encore fissurée par le cambriolage. Certains papiers avaient définitivement disparu. Mais la lumière du soleil traversait désormais les fenêtres, un peu plus claires. Les ombres autrefois accrochées au mur semblaient moins pesantes. Aubry leur rendit visite un après-midi. Elle tendit à Dorian un exemplaire du rapport officiel de la ville. Son nom était imprimé en gras sur la première page. À l'intérieur, la dernière section énumérait ses contributions à l'enquête. Elle ne dit pas grand-chose, se contenta de sourire et d'acquiescer avant de sortir. Plus tard dans la semaine, Elias rejoignit Dorian et Caleb pour un café derrière le magasin. Ils parlèrent d'avenir, de créer un projet pour les enfants du quartier, un programme communautaire peut-être, non pas par désir de reconnaissance, mais parce qu'ils savaient que le silence les avait presque détruits. Maintenant, ils voulaient faire du bruit autrement. L'actualité a fini par changer. Mais pour les personnes présentes dans cette salle d'audience et pour les quartiers longtemps ignorés, quelque chose avait basculé. Le système n'avait pas changé du jour au lendemain, mais il avait été forcé de se regarder en face. Et ce faisant, il s'était fissuré, juste assez pour que la lumière éclate. Dorian regarda Caleb et sourit. Le système avait essayé de le briser, d'enterrer la vérité, d'effacer des noms comme le sien. Mais la vérité n'a pas simplement survécu, elle a surgi.
et l'homme qu'ils ont tenté d'enterrer est devenu la raison de son envol.